Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien de la matinale. 7 millions de tonnes, c'est le poids des déchets ménagers produits chaque année au Maroc, un poids qui génère à lui seul 7,5% des gaz à effet de serre du pays. Pour gérer ces déchets ménagers, le Maroc dispose actuellement, à l'heure où l'on parle, d'une quinzaine de décharges contrôlées contre près de 300 décharges sauvages. Alors, quelles solutions innovantes peuvent être mises en place pour résorber cette question des déchets ? Pour y répondre avec nous ce matin, nous recevons Monsieur Hassan Chouaouta. Bienvenue, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le président de l'Association marocaine des experts en gestion des déchets et de l'environnement. Et vous êtes également le secrétaire général de la Coalition pour la valorisation des déchets. Merci d'être avec nous. Monsieur Chouaouta, pour commencer, j'ai cité un chiffre, 7 millions de tonnes de déchets ménagers qui sont produits annuellement au Maroc. Qu'en est-il des autres déchets et quelle est la répartition entre les déchets ménagers, les déchets industriels, les déchets médicaux? Alors, effectivement, nous sommes aujourd'hui une population de 34 millions, selon le dernier recensement de 2014. Alors, nous sommes une population qui s'urbanise. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un pays qui s'urbanise. Nous étions en 84, 60% de la population marocaine vit au milieu rural. Aujourd'hui, seulement 40% de la population marocaine vit au milieu rural. Donc, vous voyez, toute cette mutation, eh bien, également a été accompagnée d'une pression sur nos villes. Et quand on parle ville, ça sous-entend génération de déchets urbains solides, ça génération des eaux usées et pollution de l'air, et ainsi de suite. Alors, pour ce qui est déchets, le Maroc aujourd'hui produit 7 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés. Ce sont des déchets, conformément à la loi 2800 sur les déchets et leur élimination qui a été adoptée en 2006, qui classifie les déchets en 3-4 catégories. Nous avons les déchets ménagers, donc le chiffre que vous avez cité. Nous avons également pratiquement 1,6 million de tonnes de déchets industriels, dont 300 000 de déchets dangereux. Donc nous avons 1,3 million de déchets industriels non dangereux et 300 000 de déchets industriels dangereux, plus également tout ce qui est autre catégorie de déchets qui ne sont pas inclus dans ces chiffres, notamment tout ce qui est déchets agricoles, tout ce qui est déchets de construction. Le Maroc a connu un rythme croissant en termes de construction et d'infrastructures, et par conséquent, aujourd'hui, le Maroc génère minimum 7 millions de tonnes de construction par an, plus les déchets de chantier d'une manière générale qui s'estiment à une trentaine de millions. Pour gérer ces déchets, quel dispositif existe aujourd'hui? Il y a un plan national de gestion des déchets qui a été lancé en 2008, qui visait à résorber le problème, c'est-à-dire à avoir 100% des déchets dans les communes urbaines qui étaient contrôlés. L'échéance a été repoussée parce qu'il y a des difficultés à le mettre en place. Alors justement, c'est quoi ces difficultés rencontrées et on en est où aujourd'hui des réalisations et des objectifs prévus par ce plan? Alors, le programme dont vous parlez, c'est le programme national des déchets ménagers. Voilà. Puisque nous avons bien compris au niveau national, l'autorité a bien compris que la priorité doit être donnée aux déchets municipaux, puisque c'est le problème le plus apparent. Aujourd'hui, il suffit 15 jours, 12 jours qu'on ne collecte pas les déchets pour que toute une crise, je dirais, s'enclenche. Et bien évidemment, aujourd'hui, au Maroc, la première décharge a été installée en 2000. La première décharge contrôlée. Et c'est pour ça que ces déchets, le PIB, le coût de dégradation de l'environnement lié à la gestion de déchets dans les années 2004-2003 a été estimé pratiquement à 0,45% du PIB national. C'est un chiffre qui est relativement élevé par rapport à plusieurs régions, plutôt pays de la région. Et c'est pour ça qu'il y avait la mise en place de ce programme national pour notamment venir en appui aux collectivités territoriales, puisque l'autorité suprême a compris que les communes seules ne peuvent pas résoudre le problème des déchets. C'est pour ça qu'il y a ce programme national de déchets ménagers pour apporter un appui financier aux collectivités territoriales pour la mise en place des décharges contrôlées. Et donc ce programme vise comme objectif d'atteindre 100% des décharges contrôlées à l'horizon de 2020 et réhabiliter 100%. C'était prévu pour 2015, mais ça a été reporté. Non, l'objectif initial, c'est effectivement 2020. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons pas à concrétiser tous ces projets, principalement pour une décharge. Vous savez, une décharge, par exemple, comme Casablanca, c'est une décharge qui a besoin d'une 80 centaine de hectares. Pour pouvoir mobiliser un foncier
c'est très difficile et malheureusement, aujourd'hui, les communes sont laissées à elles-mêmes pour pouvoir résoudre ce problème. Et nous n'avons pas une intervention au niveau de l'État, au niveau central, pour pouvoir activer, gérer la réservation des fonciers. Et c'est un problème qui va se poser, je dirais, pour toutes les régions du Maroc, notamment pour les régions urbanisées. Aujourd'hui, à Tanger, ils sont en train, ils viennent de régler le problème du choix du site de la ville de Tanger, mais s'ils n'arrivent pas à mettre, gérer un site secours, réserve pour les trentaines, quarantaines d'années à venir, ils auront des problèmes à trouver un site pour le décharge. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts qui ont été déployés dans le cadre de ce programme, nous avons aujourd'hui un taux d'enfouissement contrôlé des déchets qui est aux alentours de 40%. C'est-à-dire que c'est quoi le taux d'enfouissement des déchets pour qu'on le comprenne bien? Les décharges contrôlées. Quand on parle de décharges contrôlées, c'est une décharge qui est sécurisée avec une géomembrane, avec une étanchéité au fond, pour éviter à ce que le lixivia, qui est l'eau dans les déchets, s'infiltre dans les nappes. Et c'est effectivement, c'est également un site qui est sécurisé, qui est l'accès, il est contrôlé, il est limité. Et malheureusement, nous n'avons pas pu trouver la solution pour le lixivia, parce qu'une décharge contrôlée, ça se entend en premier lieu, traitement du biogaz et traitement du lixivia. Alors aujourd'hui, nous pouvons dire que nous ne sommes pas encore au top, c'est-à-dire on se compare par rapport à plusieurs pays de l'Europe, mais quand on se compare à d'autres pays, notamment de l'Afrique, on peut dire que on est parmi les meilleurs. Mais ceci dit, aujourd'hui, avec toute la problématique liée aux décharges, à l'exploitation des décharges, la valorisation reste la voie incontournable et c'est un passage qui est obligatoire pour pouvoir essayer de réduire les impacts de ces décharges. Alors, qu'en est-il des déchets industriels? Il y a récemment eu un colloque où on a parlé de 340 000 tonnes de déchets dangereux, d'après la ministre, Madame Hakima Haïti. Alors, comment inciter les industriels à valoriser ces déchets? Vous parlez de la valorisation comme un enjeu majeur. Pour la question particulière des déchets industriels, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Je crois qu'il y a une bourse des déchets qui a été mise en place il y a quelques années pour inciter les industriels à valoriser ces déchets. Est-ce que ça marche? Alors, vous savez, quand on parle de déchets dangereux, c'est d'abord la responsabilité des producteurs. La loi, elle est claire sur ce point en particulier. Le producteur, il est responsable de la gestion de ces déchets depuis la production jusqu'à la destination finale. Ça peut être une décharge, comme ça peut être de la valorisation, unité de pré-traitement, de traitement. Alors, malheureusement, aujourd'hui, nous produisons 340 000, mais seulement 8% de ces déchets sont gérés convenablement, c'est-à-dire qu'ils sont remises, ces déchets sont remis à des opérateurs qui correspondent à un certain nombre d'exigences, qui remplissent un certain nombre de conditions pour pouvoir éliminer ces déchets. Ils vont où les 92% restants? Malheureusement, ils sont soit éliminés dans les décharges non contrôlées, les 300 000 dont vous avez cité, soit ils sont entreposés dans gérés dans les sites de production même, soit ils sont jetés clandestinement, illégalement, gérés dans le milieu naturel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'urgence et la priorité devraient être données à la gestion des déchets dangereux, puisque le risque, il est beaucoup important, c'est plus dangereux qu'un déchet ménager assimilé. Alors, ceci dit, aujourd'hui, nous avons quand même un cadre juridique qui est plus ou moins renforcé. Surtout qu'en 2014, il y avait l'adoption du décret d'application de la loi sur les déchets qui stipule et qui régisse tout ce qui est autorisation. Alors aujourd'hui, l'appel à tous les producteurs déchets qu'ils respectent la loi. Est-ce qu'il est contraignant, ce cadre juridique? Est-ce qu'il y a des dispositions coercitives? Maintenant, la loi, elle est claire par rapport à ces dispositions. Moi, je suis producteur déchets, je suis responsable de ces gestions. Je devrais les donner qu'à des collecteurs qui sont autorisés. Aujourd'hui, malheureusement, il y a peu de collecteurs transporteurs qui ont l'autorisation. Les collecteurs et les transporteurs ne devraient remettre aux transporteurs que vers des unités qui sont autorisées. Aujourd'hui, il n'y a que 2 ou 3 sociétés qui ont l'autorisation. Donc il y a un problème. Est-ce qu'on peut les contraindre alors que la logistique pour le recyclage de ces déchets ou pour la gestion de ces déchets n'existe pas? Alors, effectivement, le ministère, le gouvernement dont le mandat vient d'être expiré, a compris qu'on ne peut pas, en tant qu'État, investir dans les installations. Aujourd'hui, le rôle de l'État, c'est d'essayer de mettre en place toutes les conditions légales
contrôle, surtout contrôle, parce que le contrôle malheureusement reste le maillon faible dans toute cette chaîne de gestion de déchets. Et que les opérateurs devraient assumer leurs responsabilités. Aujourd'hui, quand on a une disposition, il va falloir la respecter. À l'instar de ce que vous pouvez trouver un opérateur, une société X qui est installée en Europe, il respecte à la lettre la loi. Quand on a la même société au Maroc, alors il va falloir, au moins qu'il est dans l'exemple, mais il va falloir également préparer l'infrastructure. Parce qu'on ne peut pas demander à un producteur de gérer ses déchets si en aval, il n'y a pas toute l'infrastructure pour pouvoir effectivement être comme destination de ces déchets. Alors, il y a des initiatives privées qui existent pour cette valorisation des déchets. Il y a une société Kilimanjaro qui fait de la gestion d'huile alimentaire usagée pour les transformer en biocarburant. Il y en a qui transforment les déchets en charbon puis en électricité. Est-ce qu'on peut imaginer des partenariats publics-privés pour aller vers cette valorisation des déchets? Alors aujourd'hui, au niveau international, toutes les filières de valorisation des déchets, ils ont été initiés soit par le privé, soit en partenariat public-privé. Aujourd'hui, la particularité du Maroc, si on ne peut pas gérer sans conditions légales, sans contrôle, demander au privé seul d'investir dans ces deux sans un appui de l'État. Et c'est pour ça qu'il y avait un certain nombre de conventions, de partenariats qui ont été signés pour pouvoir mettre en place un certain nombre de filières, notamment les huiles usagées, les batteries, les pneus, et ainsi de suite. Nous avons identifié 10 filières pour lesquelles les conditions sont relativement réunies pour pouvoir les lancer. Par des opérateurs privés? Par des opérateurs privés. L'État ne fait que contrôler, l'État ne fait que légiférer, l'État ne fait que le rôle d'arbitrage et le contrôle, mais surtout quand il s'agit par exemple des besoins, parce que pour des filières, le recours à des écotaxes ou à des éco-contributions, c'est un passage qui est obligatoire, notamment pour les huiles usagées, pour les pneus. Aujourd'hui, nous n'avons pas compris par exemple l'année dernière que le ministère de l'Environnement propose des contributions, que c'est rejeté par le ministère des Finances, parce que ça malheureusement, c'est l'indicateur de non-coordination, gérer de ce secteur. Donc il y a un problème de stratégie intégrée avec tous les... Tout à fait. Donc aujourd'hui, si on veut pousser vers la création de ces filières, il va falloir qu'on fasse ça dans une approche intégrée qui intègre et le privé et le public, et bien évidemment sur le volet social, on pourra également saisir ces opportunités pour structurer le formel dont aujourd'hui qui emploie près de 10 000 de récupérateurs dans ce secteur. Et la valorisation peut en créer encore davantage. Merci beaucoup, Monsieur Chouafta, de nous avoir apporté ces précisions. On aura l'occasion sans doute de revenir sur ce sujet. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. Très bonne journée à tous.